Bon, après, c'est des retardataires, c'est pas grave non plus. Donc déjà, donc bienvenue à ce webinaire. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est multitâche ou step by step. Donc nous allons voir les différentes manières à travailler en France et en Allemagne parce qu'il y a des différences. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste prendre 2 minutes pour me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Maren Morawski. Donc, vous avez peut-être déjà entendu que j'ai un petit accent. Donc, je suis en effet allemande. Je suis originaire de la région de la Ruhr en Allemagne. Mais j'ai fait des études franco-allemandes. Donc, j'ai fait un programme d'études en management international et j'ai passé la moitié de mes études à Bordeaux, à la Kedge Business School, et l'autre moitié à Münster en Allemagne. Et dans le cadre de mes études, j'étais aussi amenée à effectuer un stage à Paris et c'est là où j'ai connu mon mari. Donc, je suis mariée avec un Français. J'ai une famille franco-allemande, donc une partie qui habite en Lorraine et l'autre partie donc toujours dans la région de la Ruhr. Et du coup, après mes études, je me suis installée en région parisienne où j'ai habité et travaillé pendant 14 ans. Donc, j'ai notamment travaillé pendant longtemps chez Bosch et chez Stihl, donc 2 grands groupes allemands. Donc, j'étais dans le marketing international. Le marketing, ça m'a beaucoup plu, mais finalement, je me suis dit que je préfère travailler avec des gens. Et du coup, je voulais plus travailler avec des chiffres de vente, avec des marges, donc plutôt m'orienter vers les gens. Et c'est pour ça que j'ai commencé une formation en tant que coach professionnel. Et quand j'étais coach professionnel, je me suis aussi rendu compte que les 14 ans en France, cela m'a beaucoup marqué parce qu'aujourd'hui, je me considère comme biculturelle, donc ni française ni allemande, mais les deux. Et du coup, c'était important d'avoir aussi ce côté bilingue et biculturel dans mon quotidien. Donc, du coup, j'ai ajouté comme autre corde à mon arc une formation de formatrice de compétences interculturelles. C'est compliqué comme terme, mais c'est ça le mot officiel. Et du coup, depuis 2 ans et demi, je travaille en tant que freelance. Donc, j'ai fondé ma propre société, Petaluda Consulting. Et donc, je travaille en tant que coach pour les expatriés et j'interviens aussi pour les formations, les séminaires, les workshops interculturels dans les entreprises qui travaillent avec les 2 pays pour sensibiliser les collaborateurs et les dirigeants aux différences interculturelles, notamment dans tout ce qui est management, gestion de projets, négociation, etc. Parce que pour moi, le but, c'est vraiment de construire des ponts entre Français et Allemands et entre les entreprises des 2 pays également. Donc voilà, vous avez un peu de contexte sur moi. Donc peut-être vous pouvez juste écrire dans le chat d'où est-ce que vous venez pour que je sache un petit peu qui vous êtes aussi. Où est-ce que vous habitez? Paris, ok, oui. Strasbourg. Je vais être vendredi. Villeneuve-les-Béziers, Bouzonville, ouais. Très bien. Cologne, ouais, super. Paris. Famille franco-allemande, donc je ne suis pas la seule, je vois bien. Super. Ok, parfait. Ben, nous aurons peut-être quelques minutes à la fin aussi pour échanger sur tout ça. Donc, je serais ravie de faire votre connaissance. Donc, maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, les différentes manières à travailler en France, en Allemagne, je suis sûre que vous avez tous déjà fait aussi vos expériences. Donc, qu'est-ce que nous allons regarder aujourd'hui? Donc, déjà, on va regarder les réunions. Comment est-ce qu'on organise les réunions en France et en Allemagne? Quel est le déroulé d'une réunion et quelles sont aussi les attentes vis-à-vis d'une réunion dans les 2 pays, parce que là aussi, il y a des différences. Et après, on va toujours s'imaginer qu'on est dans un contexte où vous prenez un nouveau job, soit en France, soit en Allemagne. Donc, comment ça se passe pour entrer en contact avec vos collègues et avec votre supérieur, avec votre manager aussi. Donc, voilà, on commence avec les réunions. Comment ça se passe en Allemagne? Déjà, pour l'organisation d'une réunion, il faut que vous vous preniez un peu en avance parce que vous le savez bien, les Allemands, ils adorent la planification dans le moindre détail et de la même manière, ils sont assez bookés. Donc, c'est-à-dire les Allemands, ils aiment bien avoir une planification à long terme et c'est pour ça les agendas vont être vite pleins. Donc, si vous voulez avoir un rendez-vous, il faut que vous prévoyez un petit peu de marge en amont. De la même manière, il est inutile de relancer votre interlocuteur allemand. Donc, si vous avez pris un rendez-vous, même si c'est un rendez-vous qui a été pris à l'oral, il n'est pas nécessaire de relancer un allemand. Il tient parole. Donc, c'est le côté confiance et fiabilité. Donc, si quelque chose a été accepté, il va s'y tenir.
Et l'agenda est également très important quand vous organisez une réunion en Allemagne. Donc, il faut vraiment envoyer un agenda détaillé. Qu'est-ce que ça veut dire détaillé? Donc, il faudra mettre quel point est-ce qui va être abordé et de quelle heure à quelle heure, combien de temps est-ce qu'il faut prévoir par point et qui va intervenir pour le présenter. Après, il y a une règle d'or en Allemagne, pas de réunion après 17 heures, parce que vous le savez certainement. En Allemagne, la journée de travail et la journée de manière générale commence plus tôt et se termine aussi plus tôt. Donc, les Allemands, ils commencent plutôt à travailler à 7h30, 8h. Et du coup, à 17h, la plupart sont peut-être même déjà à la maison, même peut-être déjà à 16h. Parce qu'aussi, l'école commence plus tôt, l'école termine plus tôt aussi. Et même le programme de la soirée, il commence plus tôt en Allemagne. Donc, c'est-à-dire, le film du soir, il commence à 20h15 et pas comme en France à 21h, c'est 21h10 maintenant, c'est même encore un peu plus décalé. Donc, c'est plutôt, donc après 17h, il risque de ne plus être au bureau. Concernant le déroulé d'une réunion, soyez ponctuels. C'est non seulement une légende, c'est vraiment vrai. Les Allemands sont très, très attachés à la ponctualité et de la même manière aussi, ça sera une bonne idée de venir en réunion préparée. Parce que si vous n'êtes pas à l'heure et si vous n'êtes pas préparé, ça pourrait être interprété comme un manque de respect et comme pas professionnel. Et pareil, on commence et on termine à l'heure. Donc, c'est-à-dire l'agenda est respecté. Et ça veut dire aussi qu'on aborde un point et qui n'est pas clôturé dans le temps qui était alloué à ce point-là, on va quand même dire, OK, 4, on va terminer maintenant parce que c'est l'heure. Et du coup, on va le remettre à la prochaine agenda pour la prochaine réunion où il va être discuté entre 2 ou 3 personnes juste après la réunion. Mais on va quand même faire un cut pour que l'agenda soit respecté. Et aussi, les Allemands n'aiment pas d'interruption dans les réunions. Donc, il y a un temps qui est prévu pour faire des pauses, pour aller aux toilettes, pour prendre des appels téléphoniques ou pour faire des emails. Donc, c'est considéré comme mal poli si on quitte la salle pour prendre un appel téléphonique ou aussi rien que le fait que le téléphone reste sur le bureau pendant la réunion, ça pourrait être mal interprété. Donc, il vaut mieux le ranger dans son sac. Quelles sont les attentes des Allemands vis-à-vis d'une réunion? Pour un Allemand, une réunion est réussie si tous les participants peuvent s'exprimer. Ils aiment vraiment bien donner la parole à tout le monde. Il y a un côté égalité. Ils veulent connaître tous les points de vue. Ça, c'est très important. Et le but d'une réunion en Allemagne, c'est de prendre une décision. Et bien sûr, un Allemand a l'impression qu'une réunion a été efficace si tous les points de l'agenda ont été abordés. Je ne sais pas si vous avez peut-être déjà fait ces mêmes expériences en travaillant avec des Allemands. Après, donc, on va voir comment ça se passe en France. Alors, en France, côté organisation, il faut aussi prévoir un petit peu de temps en avance, mais pas trop, parce que finalement, les Français, ils aiment bien être flexibles, ils n'aiment pas trop s'engager. Donc, c'est pour ça, ça peut être une bonne idée de demander une confirmation un jour avant le rendez-vous. Est-ce que c'est toujours OK? On avait prévu de se voir demain. Est-ce que ça te va toujours? Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux aborder? Parce que finalement, les rendez-vous en France sont moins engageants. On va seulement respecter un rendez-vous si finalement les urgences du quotidien le permettent. Parce que voilà, si on a accepté, c'est les réunions typiques, les one-to-one avec les responsables ou les réunions d'équipe, ils sont très souvent décalés parce que finalement, il y a d'autres urgences au quotidien. Donc, il y a moins d'engagement dans les rendez-vous en France. Et pareil, il y a des agendas qui existent, bien sûr, mais c'est plutôt des agendas dans les grandes lignes. On va parler du prochain trimestre, des chiffres du prochain trimestre ou je ne sais pas quoi. Mais on ne va pas vraiment aller dans les détails et combien de temps. Donc, c'est un peu plus juste dans les grandes lignes. La règle d'or pour les réunions en France, c'est pas de rendez-vous entre midi et 14h parce que vous le savez bien, c'est la pause déjeuner qui est sacrée pour les Français parce qu'ils aiment bien justement soigner leur réseau, nouer des contacts, communiquer, échanger et aussi profiter d'un bon repas entre collègues. Donc ça, c'est important pour les Français. Côté déroulé de la réunion, des retards sont plutôt normaux et tolérés. Donc, retard, on parle de 10-12 minutes à peu près. Après, ça dépend des régions, bien évidemment. Le plus qu'on est au nord, le moins de retard il y a, et le plus qu'on est au sud, le plus il peut y avoir. Donc, c'est ce côté un peu plus flexible qui est encore plus marqué dans le sud. Et du coup, il faut aussi prévoir un peu plus de temps pour les réunions. Forcément, quand on commence plus tard, on va aussi déborder un petit peu à la fin.
Donc, c'était une expérience que j'ai vraiment fait. Mon premier travail chez Bosch, on avait une réunion à 9h du matin. Donc, à 9h moins 5, en tant que bonne Allemande, je me suis levée avec mon PC. Je suis allée dans la salle de réunion et il n'y a personne qui m'a suivie. Donc, j'ai regardé mes collègues, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on a réunion maintenant. Et à 9h, je me suis levée un peu paniquée, mais on n'a pas réunion. Si. Et à 9h10, mon chef s'est levé avec son ordinateur et du coup, tout le monde l'a suivi peu à peu dans la salle. Et moi, je n'ai pas compris que finalement, c'était cette flexibilité en termes d'horaire que je ne connaissais pas en Allemagne. Voilà. Dans les réunions en France, vous pouvez aussi avoir des discussions très, très controversées, voire un peu philosophiques. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas avoir en Allemagne. Les Allemands, ils adorent plutôt les faits et les informations. Mais les Français, ils aiment bien jouer justement l'avocat du diable, tester un peu plusieurs positions, donner des citations de l'histoire, la philosophie, etc. Donc, ça peut partir parfois dans d'autres sphères et c'est aussi une raison pour laquelle ça peut durer plus longtemps. Et du coup, forcément, l'agenda n'est pas tout à fait respecté. Quelles sont les attentes des Français vis-à-vis d'une réunion? Déjà, c'est souvent une scène pour se montrer aussi. Les Français, ils aiment bien justement se mettre en avant dans les réunions. Souvent, dans les présentations, le côté divertissant est plus important que le contenu. Donc, et du coup, c'est important d'utiliser des bons moyens rhétoriques, etc., pour convaincre, pour divertir l'audience. Et du coup, il peut y avoir des échanges animés. Donc, souvent, on dit « je ne suis pas d'accord », juste pour dire à la fin que finalement, je suis d'accord. Et du coup, c'est important vraiment d'explorer des différentes positions. Donc, attention, à chaque fois, je dis les Allemands, les Français, c'est comme ci, c'est comme ça. Bien sûr, je ne veux pas aller dans les stéréotypes. Vous savez bien que la culture explique beaucoup de choses, mais pas tout quand même. Donc, la culture explique comment 80% des gens se comportent normalement. Donc, bien sûr, il y a des exceptions. Il peut y avoir des différentes situations et aussi des personnalités qui font que c'est différent. Donc, attention, je ne veux pas aller dans les stéréotypes non plus. Donc, bien évidemment, cela a aussi une répercussion sur la méthode de travailler. Donc, vous voyez ici deux courbes. Donc, la courbe bleue montre la méthode de travail en Allemagne. Donc, c'est-à-dire, c'est une méthode très linéaire, très séquentielle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence seulement une nouvelle tâche quand celle d'avant est terminée. Donc, c'est vraiment une approche très, très monotâche. On fait une chose après l'autre. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas les interruptions parce qu'on est concentré, focalisé sur une tâche. En France, c'est plutôt comme la courbe rouge. Donc, au début, on contribue un petit peu. Après, on passe à autre chose. On passe à un autre sujet. C'est plus une approche polyvalente. On fait plusieurs choses à la fois. C'est ça qui est considéré comme stimulant pour la créativité. Et c'est comme ça qu'on cherche l'excellence en France. Et à la fin, vous voyez bien, les deux manières de travailler arrivent au même résultat. C'est juste si on est un chef de projet, par exemple, et on fait un point à ce moment-là, là, on voit que voilà, en Allemagne, ça continue continuellement, mais en France, du coup, c'est pas du tout la même histoire. Et si là, on n'a pas les connaissances des différences interculturelles, cela peut être une grande source de malentendus, de conflits et de stress aussi, tout simplement. Mais il est important de savoir qu'il n'y a pas une manière à travailler qui est meilleure que l'autre, c'est juste une manière différente. Et en fait, l'explication de ces différences, c'est vraiment comment les deux cultures perçoivent le temps, quelle est leur approche par rapport au temps. Donc en Allemagne, on a tendance à compartimenter toute la journée en plages horaires. Et c'est des toutes petites plages horaires de 5 minutes. Et du coup, on alloue une plage horaire à soit une personne, à une tâche ou à un groupe de personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup si on est en retard ou si l'agenda n'est pas respecté? Ça veut dire que finalement, on va grignoter sur la plage horaire de quelqu'un d'autre et c'est ça qui est considéré comme vraiment comme mal poli et comme manque de respect. Donc en France, on aime bien garder un peu plus de flexibilité parce qu'on ne sait pas si finalement les points qui étaient importants la semaine dernière vont toujours être d'actualité cette semaine, aujourd'hui, voire demain. Donc on veut toujours garder un petit peu de flexibilité. Donc, c'est ça qui est important. Donc, d'où vient ces différences? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le culture mapping. Donc, il y a plusieurs théories interculturelles qui existent aujourd'hui. Il y a des dimensions de Gerd Hofstede et il y a aussi ce culture mapping qui a été fait par Erin Meyer. Erin Meyer est une franco-américaine
donc qui a travaillé dans beaucoup de pays dans le monde, et elle a fait un mapping donc elle a établi 8 échelles, et elle a positionné tous les pays, enfin la plupart des pays du monde, sur ces 8 échelles. Et là, sur cette image-là, vous voyez donc la courbe de la France en rouge et la courbe de l'Allemagne en jaune. Et vous allez voir que là, il y a de nombreuses différences. Donc la communication, on va en parler juste après. Pareil, ici, la manière dont les décisions sont prises aussi, il y a des différences, comment on établit la confiance. Et le point de la planification, scheduling, donc c'est la perception du temps. C'est celui que j'ai souligné, que j'ai entouré en bleu. Donc, en fait, la planification et la perception du temps, vous avez déjà vu, ça a un impact sur la manière dont on fait les réunions, aussi comment on travaille, mais aussi d'où est-ce que ça vient, en fait. Donc, je vais vous donner quelques explications en plus, parce que pour moi, ça, c'est une des plus grandes différences interculturelles qui existent entre les deux pays. Dans la perception du temps, vous avez d'un côté des cultures qu'on appelle monochroniques, donc qui ont une perception du temps linéaire, et d'autre côté des cultures polychroniques avec une perception du temps flexible. Donc l'Allemagne est un des pays les plus monochroniques du monde, avec la Suisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Allemagne et la Suisse ont été les premiers pays européens et même du monde qui ont été très fortement industrialisés. Donc, il y avait les chaînes de montage de Ford à l'époque. Donc, il était très, très important d'être à une heure exacte, à un bon endroit pour que tout ce système-là fonctionne. Et c'est pour ça que le temps joue un rôle important en Allemagne. C'est même rentré dans le langage. On parle de on perd du temps, on gagne du temps, on gaspille du temps. Enfin, c'est vraiment dans le vocabulaire. Et nous, en Allemagne, on est très, très dépendant des montres, des horloges. Il y en a partout. Si vous voulez avoir l'heure en Allemagne, il y en a partout. Il n'y a même pas besoin de demander à un passant dans la rue. Il y en a. Et aussi, il y a des horaires exacts. Un Allemand, il ne va pas vous dire on se voit après le café, il va vous dire on se voit à 15h15. C'est vraiment des horaires très, très précises. Donc, en France, vous l'avez bien compris, c'est une culture plus polychronique. Donc, c'est-à-dire, ça vient en fait du fait que la France, c'est un pays qui est plus agricole. L'agriculture joue un plus grand rôle. C'est encore plus marqué dans les pays africains, par exemple. Si vous êtes un paysan au Cameroun, si vous commencez à travailler sur votre champ à 7h du matin ou à 9h du matin, finalement, ce n'est pas très important. Il faut juste que vous soyez flexible pour vous adapter aux circonstances de la météo, par exemple. Donc la France, bien évidemment, c'est pas du tout la même chose qu'au Cameroun, mais c'est déjà plus marqué qu'en Allemagne. Et dans les pays polychroniques, on parle du event time. Donc, event time, par exemple, ça peut être le coucher du soleil, le lever du soleil, ça peut être l'heure à laquelle les vaches rentrent. Donc, à nouveau, bien sûr, la France, c'est pas aussi, si polychronique que ça, mais vous avez quand même une sorte d'event time. Quand un Français vous dit, on discute après le déjeuner, c'est quelle heure après le déjeuner, après vous? Vous pouvez mettre dans le chat peut-être, qu'est-ce que vous pensez? Après le déjeuner, cet après-midi, c'est quand? « 14h. Ouais, au plus tôt, je dirais, ouais. Ouais. 14h, ouais. Entre 13h30 et 14h15, oui, d'accord. Bien sûr, ça dépend aussi de la région et de la culture d'entreprise aussi. Mais en Allemagne, l'après-midi, il commence à 13h. Hein, c'est pas du tout la même chose. Donc, du coup, vous allez avoir des horaires exacts en Allemagne et des horaires un peu plus flous en France. Et le plus que vous allez dans les pays du Sud et dans les pays africains, le plus ça sera marqué. Donc là, on va vraiment dire, on se parle bientôt et ça peut être en 3 jours. Hein. Donc, ça va devenir de plus en plus marqué le plus qu'on s'éloigne. Donc, du coup, en Allemagne, on a une approche monotâche. Donc, on se focalise sur une seule tâche. Et de la même manière, on fait aussi la queue en ligne. Donc, c'est-à-dire, on fait une chose après l'autre et dans une queue, la personne derrière le guichet ou autre, elle va parler avec chaque personne l'une après l'autre. Donc, c'est pour ça on fait la queue de manière alignée.
Du coup, dans les pays polychroniques, il y a plus la tendance à avoir plusieurs queues à la fois, où les gens font la queue en gras, parce que finalement, la personne derrière les guichets va essayer de parler avec chacun plus ou moins en même temps, parce que aussi les pays polychroniques sont plus orientés personnes que tâches. Donc finalement, elle veut aussi satisfaire toutes les personnes devant elle en même temps. Donc là, dans les pays monochroniques comme l'Allemagne, c'est la tâche qui prime, on se concentre que sur la tâche. Donc c'est pour ça la planification, la ponctualité sont primordiaux en Allemagne. En France, vous avez plus une planification dans les grandes lignes et de la même manière, on peut passer d'une tâche à l'autre sans problème. Donc on appelle ça le task jumping parce qu'on veut toujours avoir cette flexibilité. En Allemagne, le mot-clé, c'est plutôt l'organisation. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ici sur le sujet du temps, les réunions, la perception du temps? Sinon, je vais continuer avec un autre sujet. Je vais attendre une minute que vous mettez des questions. Ah, le multitasking en Allemagne, bon, on ne fait pas, on fait une chose après l'autre vraiment. Où on prévoit vraiment des temps dans l'agenda. OK, de 8h à 10h, je travaille sur le projet A et de 10h à 12h, je travaille sur le projet B. Donc, du coup, ça permet de faire plusieurs choses dans la même journée, mais quand même l'une après l'autre. Parce que sinon, l'allemand, il va être vite stressé s'il a un appel en même temps, qu'il est concentré, ça ne va pas lui plaire. Donc, il vaut mieux. Donc, du coup, c'est à chaque fois vraiment cette notion d'avoir, de compartimenter toute la journée en plage horaire. Donc, si je sais, OK, jusqu'à 10h, je fais cette tâche-là, après, je passe à autre chose, ça marchera. Donc, c'est une sorte de multitasking, mais l'un après l'autre, malgré tout. Les interruptions diverses, mail au téléphone, normalement, un Allemand, il ne consulte pas. Après, ça dépend à chaque fois de la personne. Il ne consulte pas forcément ses mails quand il est sur une tâche. Le téléphone, ça dépend. Je connais pas mal de personnes qui coupent le téléphone aussi, qui mettent en mode avion, quand ils sont vraiment focalisés. Mais après, tout dépend de l'entreprise où il est, de la personne et du poste, bien sûr aussi. Hein. Un commercial, il va toujours répondre au téléphone, même s'il est sur quelque chose d'important. Donc, ça dépend aussi du métier. Donc, je propose qu'on regarde les questions encore à la fin, qu'on passe du coup au sujet les premiers contacts avec vos nouveaux collègues. Comment ça se passe? Vous commencez un nouveau travail soit en Allemagne, soit en France. Donc là, j'aimerais bien vous montrer ce schéma. Donc, c'est issu d'un magazine de management. Donc, vous avez ici le cercle là, vous voyez bien, il y a les points orange, c'est les individus. Et ça, c'est du coup comment les Allemands comprennent le mot collaboration et travail en équipe. C'est-à-dire en Allemagne, le travail en équipe est un travail en commun. Donc, c'est une interaction dans laquelle tous les membres s'impliquent de la même manière pour atteindre un objectif défini. Donc, il y a vraiment la notion d'égalité. Il n'y a aucun individu qui se mettra en avant ou qui essaye de briller avec ses idées. C'est vraiment les idées appartiennent au groupe et l'objectif du groupe est plus important que l'individu. En France, ce n'est pas du tout la même histoire. Vous voyez déjà sur le schéma que les individus ne sont pas tout à fait dans le cercle, pas tout à fait dans le groupe. Ils gardent un peu un pied en dehors. Donc, il y a moins d'implication ici. Parce qu'en fait, en France, on considère qu'un travail en équipe, c'est plutôt une contribution individuelle, une participation d'un individu à un travail en commun. Donc, c'est une approche beaucoup plus individualiste. Donc, en fait, on aime bien se mettre en avant, briller avec ses idées, voire s'approprier des idées des autres. Et finalement, l'individu qui a su se mettre en avant, qui a su convaincre, soit avec sa manière de présenter, soit avec ses idées, c'est lui qui aura la majorité du groupe derrière lui. Et ça veut dire aussi que l'individu qui n'a pas su s'imposer, il va s'incliner et se ranger du côté de la majorité. Donc, c'est beaucoup plus une logique de compétition que vous avez en France. Donc, en Allemagne, c'est plus un concept de partenariat, une logique de coopération. Et le mot d'ordre en Allemagne, c'est le consensus. Donc, ça veut dire, le consensus, ça veut dire que toutes les parties prenantes sont OK avec la solution envisagée.
En France, le mot consensus a plutôt une connotation négative parce que finalement, on estime que voilà, le résultat a été empiré, tiré vers le bas, et finalement, il y a une ou deux personnes qui ont dû s'incliner. Donc, ce n'est pas du tout vu de la même manière. Donc, si vous commencez un nouveau job en Allemagne, comment ça se passe avec vos collègues allemands? Comment est-ce qu'ils vont communiquer? Donc déjà, ne soyez pas surpris par leur style de communication très, très direct. Déjà, ils parlent directement, ils disent clairement ce qu'ils pensent, mais aussi ils disent clairement non quand ils ne sont pas d'accord. Donc le fameux « Nein », vous allez l'entendre. Et d'où est-ce que ça vient? En fait, il faut savoir que l'Allemagne est un pays qu'on appelle culture low context. Donc, ça veut dire que c'est une culture plutôt jeune. Parce que si on regarde l'histoire de l'Allemagne, finalement, avec la réunification, ça ne fait pas encore si longtemps que ça. Donc, comme les États-Unis, l'Allemagne est une culture plutôt jeune. Donc, du coup, on part vraiment du plus petit dénominateur commun. Donc, on part du principe que l'autre personne, l'interlocuteur, ne sait rien. Donc, on lui donne toutes les informations nécessaires et on communique de manière très explicite, très claire, le plus clairement possible pour que l'autre personne comprenne. Quand quelqu'un vous dit clairement non, nein, j'ai beaucoup de mes clients qui m'ont déjà dit qu'ils trouvent ça très choquant d'avoir un nein en plus ferme et affirmé. Hein. Mais en fait, c'est juste derrière, il se cache une valeur qui est très importante en Allemagne. Les Allemands, ils aiment bien la transparence et le fait d'être honnête et transparent et dire nein, je ne suis pas d'accord, j'en veux pas ou je ne sais pas quoi. C'est leur manière de dire je te respecte. C'est un signe de respect en fait. Donc il ne faut pas être choqué. C'est vraiment ça part d'une bonne intention. Aussi, ils communiquent aussi de manière très claire et très directe. C'est aussi lié à la langue, parce qu'il faut savoir que la langue française contient à peu près 70 000 mots et la langue anglaise ou allemande presque 500 000. Donc, ça veut dire qu'en anglais et en allemand, vous avez un mot précis pour chaque chose. Et en France, ça peut dire plusieurs choses, mais il y a beaucoup de homonymes. Donc, par exemple, le mot porc, en fonction de comment c'est écrit, ça peut avoir plusieurs significations. Le mot cours aussi, le cours d'eau, le cours de tennis, etc. Donc, du coup, c'est le contexte qui est important. Donc, en Allemagne et aussi dans la langue anglaise, il y a un mot précis pour chaque chose. Donc, c'est aussi la langue qui permet de communiquer plus explicitement. Et du coup, en Allemagne, la communication est basée sur les informations et sur les faits. Donc, c'est pour ça que les Allemands préfèrent communiquer pas écrit. Ils n'aiment pas trop que ça soit personnel, qu'il y ait des émotions. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop le small talk. Ensuite, quand vous allez avoir des nouveaux collègues allemands, comment est-ce que vous pouvez gagner leur confiance? Déjà, il faut savoir que l'Allemagne est un pays orienté tâches. Donc, les Allemands vous accorderont leur confiance si un travail est bien réalisé ou si une tâche est bien exécutée. Du coup, il faut vous montrer fiable professionnellement pour qu'un Allemand vous fasse confiance. Donc, c'est une confiance qu'on appelle cognitive, donc elle vient de la tête. Et de la même manière, les relations s'établissent à court terme en Allemagne et sont très pragmatiques. Donc, c'est-à-dire, si vous travaillez avec quelqu'un lors d'un projet, vous allez bien vous entendre, nouer des liens. Mais quand le projet est terminé, il ne faut pas être étonné, du coup, si la personne, littéralement, vous laisse tomber, parce que du coup, elle n'aura plus besoin de vous, parce que finalement, le projet est terminé. J'ai expérimenté ça moi-même et c'était très dur. Donc, c'est juste une autre manière à travailler. Voilà, on se côtoie pendant un projet et après, on n'a plus de lien et c'est comme ça. Les Allemands sont très factuels et réservés, ça vous le savez. Ils n'aiment pas trop mélanger la vie privée et la vie professionnelle. Ils essaient vraiment de garder une séparation. Et à nouveau, derrière tout ça, il y a des valeurs. Donc, en Allemagne, on aime bien la qualité et la performance et on est vraiment focalisé à nouveau sur la tâche. Donc, du coup, le côté personne, relation est moins important. Oui, je ne l'ai pas précisé, merci, je l'ai vu dans le chat. Si vous voulez avoir la présentation par la suite, bien sûr, je la partagerai avec vous. Donc, mettez juste votre adresse email dans le chat. Comme ça, je vous l'enverrai par la suite. Merci pour la remarque. J'ai une petite étude de cas, on peut juste peut-être la lire ensemble. Sur la communication,
Donc, c'est le cas de Camille, qui travaille depuis peu dans la gestion de projets pour un groupe chimique allemand. Donc, l'une de ses premières missions consiste à rassembler un aperçu de tous les coûts du projet du dernier trimestre. Lors d'une réunion d'équipe, Yann, l'un des collègues de Camille, lui dit « Tu as fait une erreur, les chiffres ne sont pas corrects ». En réponse, son chef lui demande de vérifier à nouveau les comptes. Camille rougit et se sent très gênée par la situation. Son collègue sait pourtant qu'elle est nouvelle. Pourquoi a-t-il dû l'exposer devant toute l'équipe et devant le chef? Pouvez-vous lui expliquer la situation? N'hésitez pas là à nouveau mettre vos commentaires dans le chat. Qu'est-ce qui se passe avec la pauvre Camille? Je vous laisse encore mettre les adresses mail, pas de problème. Elle prend les choses trop personnellement, ouais. Elle doit prendre ça comme un feedback constructif et surtout pas se fâcher. Communication directe, effectivement. Effectivement. Si jamais cela vous arrive comme ça, c'est tout à fait normal. Votre collègue veut même vous aider à avancer. C'est une bonne intention. Il est clair, il est transparent, il est honnête avec vous. C'est pas pour vous gêner et pour vous jeter la faute sur vous, vous rendre bouc émissaire ou autre. C'est vraiment dans une logique de voilà, je te dis ce qui ne va pas pour que tu puisses aussi avancer. Donc exactement, ça peut vous arriver. Donc comment ça se passe en France maintenant? Donc, si vous commencez un nouveau job en France, comment est-ce que vos collègues français vont-ils communiquer avec vous? Donc déjà, attendez-vous à une communication très indirecte, très implicite. Donc, les Français aiment bien tourner autour du pot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en France, il faut plutôt faire attention à ce qui n'est pas dit. Donc, c'est-à-dire, il faut lire entre les lignes, lire l'air et voir ce qui n'est pas là, en fait. C'est plutôt ça l'idée. Et les Français ne vous diront pas non directement. Ça va être un peu... moi, j'ai détecté 3 mots que les Français utilisent pour dire un non caché. Ça va être peut-être, ça va être aussi je ne sais pas, ou ça va être on verra. Donc, au début, je ne savais pas que ça voulait dire... Après, ça dépend du contexte, bien évidemment, que ça veut dire potentiellement non. Et du coup, j'ai dit, oh, ok, il a dit peut-être, on verra. Donc, j'ai continué de faire ce que j'avais à faire. Et après, je me suis rendu compte, mais non, je t'ai dit, on verra. Oui, tu m'as dit, on verra. Mais on verra, ça voulait dire, on ne le fait pas. Donc, du coup, j'ai mis du temps à le comprendre aussi. Mais c'est en fait, à nouveau, il y a des valeurs derrière. Pourquoi les Français ont plutôt une approche indirecte et subtile à communiquer? C'est parce qu'en fait, ils veulent garder l'harmonie. Ils ne veulent pas fâcher les gens. Et c'est pour ça, pour garder l'harmonie et l'appartenance au groupe, ils communiquent un peu plus diplomatiquement, on va dire. Donc la France, c'est un pays qu'on considère une culture high context. Donc la France a une longue histoire à partager, donc beaucoup de choses en commun. Et il y a un autre point qui favorise cette communication très indirecte, c'est le fait que la France est un pays centralisé. Donc du coup, dès le jeune âge, depuis la maternelle, les enfants sont toute la journée à l'école. Après, dans les organisations, les entreprises, les administrations, toute la communication, il y a une harmonisation qui a été faite et du coup, les Français sont habitués à ce style de communication de 3 ans et en plus, l'école en France, c'est toute la journée. Donc, du coup, ils ont beaucoup plus de temps de s'imprégner de certains codes de communication. Et du coup, une culture high context, on peut presque dire, c'est comme un vieux couple, un couple qui est ensemble depuis très longtemps. On comprend souvent les allusions de l'autre, on regarde les gestes, les mimiques de l'autre et on comprend directement tout de suite ce qu'il veut dire. Donc c'est exactement ça, c'est le non-verbal qui est très important. Non-verbal, le paraverbal, donc les Français ils aiment beaucoup parler avec des gestes, avec des mimiques. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra savoir lire pour un Allemand. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, combien de pourcentage d'un message est dans la communication non verbale, paraverbale et du coup verbale. Qu'est-ce que quelqu'un sait par hasard? Sinon, je vous donnerai les chiffres. Je suis curieuse du coup. Ouais, non verbal, peut-être environ 70%.
Donc déjà, le verbal, c'est 7%. C'est-à-dire le message, donc les mots, le choix de mots, les mots que vous utilisez, c'est 7% du message. C'est très peu. Après, vous avez 38%, c'est le paraverbal, donc c'est-à-dire le volume, le débit, etc. Et ça veut dire tout le reste, donc 55%, c'est le non-verbal, donc les gestes et les mimiques. Donc c'est-à-dire vraiment, si vous parlez avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue, vous allez quand même capter certaines choses parce que finalement les gestes sont là. Donc, mais pour un Allemand, c'est difficile parce qu'un Allemand, il ne va pas lire le langage corporel, il n'a pas l'habitude de le faire. Donc, et surtout pour un Allemand, n'essayez pas d'interpréter ce qu'il a peut-être voulu dire. Un Allemand, il dit les choses telles qu'elles sont. Donc, il n'y a pas de deuxième degré, il n'y a pas d'interprétation à avoir, d'accord? Ça, c'est important. Et du coup, les Français préfèrent aussi communiquer en personne parce que c'est une culture où le réseau, les personnes sont importants. Et c'est aussi pour ça que le small talk est important. Comment est-ce qu'on peut gagner la confiance des Français? Donc, les Français, contrairement aux Allemands, ils veulent vous connaître. Ils établissent des relations lentement, sur une longue période, mais du coup, une fois une relation installée, elle restera. Donc, même si vous n'êtes plus collègue à un moment donné avec quelqu'un, la relation peut quand même perdurer au-delà de temps de travail ensemble. Et en France, la confiance se gagne grâce au temps passé ensemble. Donc, c'est une confiance affective qui vient du cœur. Donc, c'est-à-dire vraiment, il y a une sorte d'amitié. Ça peut être même une amitié professionnelle, hein, qui s'installe. Mais du coup, vraiment, la clé, c'est de connaître la personne et de passer du temps avec elle. Donc, c'est pour ça les pauses café, les pauses déjeuner sont primordiales en France parce que tout sert vraiment à l'échange, à connaître la personne, mais vraiment connaître la vraie personne, pas la façade professionnelle, mais vraiment la personne qui est derrière. Ça, on va peut-être pas faire, ou peut-être à la fin, on va regarder ça. Maintenant, votre manager, comment ça va se passer avec votre manager si vous êtes en France ou en Allemagne? Là aussi, il y a des différences. Ce qu'il faut savoir sur un manager allemand, déjà, il aura un style de management participatif, c'est-à-dire il va consulter ses collaborateurs. Le chef en Allemagne, c'est plutôt un démocrate, donc il va vraiment prendre une décision avec laquelle la plupart des gens sont d'accord. Les collaborateurs attendent aussi d'être consultés, donc ils s'attendent à avoir leur mot à dire. En Allemagne, la décentralisation est très populaire et le contrôle n'est pas apprécié. Donc en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis tout ce qui s'est passé, les Allemands, oui, ils respectent les règles, bien sûr, mais ils contestent un peu le pouvoir et l'autorité. Donc l'autorité n'est plus vue d'une manière très positive en Allemagne. On sait pourquoi. Donc, c'est pour ça que le contrôle n'est pas très apprécié non plus. Donc, les collaborateurs préfèrent être autonomes. Et par contre, si quelque chose ne va pas, c'est eux qui vont le signaliser au chef. Oui, là, j'avance pas parce qu'il y a ci ou ça. Donc, c'est beaucoup plus d'autonomie. Et du coup, la performance est valorisée. Le manager, en Allemagne, il doit être assertif, décisif et surtout, il est challengé à montrer son expertise. Souvent, les grands chefs en Allemagne, ils sont très, très compétents dans un domaine et du coup, c'est pour ça qu'ils sont aussi appréciés. Et du coup, les relations entre chef et subordonné sont plutôt pragmatiques. Voilà, c'est mon chef, il faut que ça se passe et puis il n'y a rien d'autre. En France, c'est pas tout à fait la même chose. Le style de management est plus directif et plus autoritaire parce que déjà, d'où ça vient? Il faut savoir que déjà, l'éducation est plus autoritaire et plus directive en France. Et c'est un peu cette dépendance de l'enfant vis-à-vis de son parent qui est après projeté et transféré sur le supérieur. Et aussi, la France est un pays où l'hierarchie est plus importante. Parce que ça a été influencé par l'Église catholique. Donc, on retrouve un peu les mêmes styles de management qu'à l'Église catholique. Et c'est un pays qui appartenait à l'Empire romain, où l'hierarchie était aussi beaucoup plus prononcée que dans les pays du nord de l'Europe, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, où il y avait, qui étaient sous l'influence des Vikings. Donc, ça vient à la fois de l'histoire, mais aussi de l'Église catholique. Donc, le chef en France, c'est plutôt un autocrate. Et du coup, les collaborateurs en France attendent plutôt qu'on leur dise quoi faire. Bien évidemment, ça dépend. Est-ce qu'on est cadre, non cadre, ouvrier? Il y a une différenciation aussi. La centralisation est populaire en France, ça vous le savez. Du coup, les structures d'organisation en France vont aussi avoir plusieurs niveaux. Et les décisions sont prises par contre tout en haut et c'est top-down. Donc, on ne va pas consulter les collaborateurs, c'est vraiment le chef
qui prend la décision. Et du coup, les relations entre collaborateurs et chefs peuvent être très émotionnelles parce que vu qu'on considère qu'on transfère un peu la relation qu'on avait avec son propre père au chef, soit on aime beaucoup le chef et on le respecte beaucoup, soit on l'aime pas du tout. Donc ça peut être un rejet total ou ça peut être une sorte de dépendance. Et aussi, il y a cette question d'élite qui est très, très présente en France. Donc, les PDG et les grands chefs ont majoritairement fait des études dans une université d'élite et sans avoir fait ce cercle, sans avoir été dans ce cercle de personnes fermées, on ne peut pas accéder à certains postes en France. Et ça n'existe pas du tout en Allemagne ou avec... bien sûr, il y a aussi des universités qui ont une meilleure réputation que d'autres, mais finalement, vous pouvez accéder au même poste, même si vous avez fait un diplôme en deuxième carrière ou autre, ça n'a pas d'importance en Allemagne. Donc ça, c'est une différence fondamentale aussi. Du coup, ce même style de décision et de management se reflète aussi dans le processus de prise de décision. Donc en France, vous avez le schéma B, où on discute un tout petit peu et après, à un moment donné, on y va, on tranche, on prend une décision. Mais par contre, derrière, on va toujours se garder cette flexibilité à nouveau de l'adapter, de revenir dessus ou de la renverser complètement s'il y a d'autres éléments qui vont arriver. Donc, on dit aussi c'est une règle rigide, une pratique molle. Donc, c'est-à-dire il y a toujours cette tendance à essayer, à expérimenter jusqu'à où on peut aller. Donc, en Allemagne, c'est pas du tout la même chose. On prend beaucoup plus de temps en amont pour discuter. En Allemagne, on adore consulter des experts et des spécialistes parce qu'on veut maîtriser le risque. On veut voir toutes les éventualités, mais par contre, quand on prend une décision, c'est une décision avec un grand D, c'est-à-dire après, elle est fixe, elle est inflexible, on ne revient plus dessus. Et ça peut être une grande source de malentendus et de conflits entre Français et Allemands au travail, parce que les Allemands ne vont pas comprendre pourquoi un Français revient sur une décision qui a été déjà prise. Donc voilà, c'est une autre différence. Donc, du coup, les conseils que je peux vous donner pour une intégration réussie dans un nouveau travail, soit en France, soit en Allemagne, déjà, s'informer en amont des différences interculturelles vis-à-vis des séminaires. Bien sûr, il y a aussi Internet. Verbaliser les différences. Donc, en parler. Chez moi, ça marche comme ça. Comment ça fonctionne chez toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Juste en parler, ça peut déjà être une bonne source pour désamorcer un conflit. Prendre le temps de se connaître, ça c'est primordial pour les Français. Respecter les agendas et les deadlines, c'est primordial pour les Allemands. Prévoir des points d'échange. Voilà, je suis française, je suis allemande, je suis nouveau, donc est-ce que ça marche bien? Comment ça se passe? Juste en parler. Et surtout, garder en tête qu'il n'y a pas une meilleure manière à travailler qu'une autre, c'est juste une manière différente. Et parfois, ça fait du bien de prendre la perspective de l'autre personne, de se mettre dans les chaussures de l'autre pour voir le monde de son point de vue. Donc, du coup, moi, j'ai terminé avec ma présentation. Donc, si vous avez des questions, voici mes coordonnées. Donc, j'ai un site web, j'ai un site sur LinkedIn. Je suis aussi demain sur la foire Connecti. J'ai un stand virtuel, donc vous pouvez aussi aller me voir pour échanger avec moi. J'ai juste pour le salon une offre speed coaching interculturel, donc 30 minutes de speed coaching sur un sujet interculturel où il y a peut-être des questions. Et sinon, on a encore un petit quart d'heure pour échanger, pour poser des questions. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi allumer vos micros et on peut échanger. Et sinon, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vois Lucie, y a-t-il une manière plus efficace de travailler? Non, en fait, les deux arrivent bien au même résultat. C'est juste, pour moi, en tant qu'Allemande, c'était beaucoup plus stressant de faire les choses à la dernière minute, comme en France, parce que j'étais habituée à le faire différemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une manière qui est plus efficace. Et c'est même pour ça que je dirais que français et allemand peuvent bien se compléter, parce que justement, c'est différent, mais ce n'est pas du coup à l'opposé non plus. Donc, ils peuvent bien se compléter. Voilà. Comment sont gérées les évolutions de carrière en Allemagne si personne ne sort du groupe? Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on valorise la performance, c'est ça? En fait, le chef, il va quand même se rendre compte si quelqu'un, dans la manière de travailler, le chef, il va être attentif qu'il soit du lot. Hein. Ils vont moins le montrer, ça c'est vrai.
mais ils vont surtout, ils vont voir quand même comment ça se passe. Et dans les dossiers qui sont rendus, on va voir qui a été le plus méticuleux, qui a eu le plus d'informations, etc. Donc, ça sort quand même. Hein. C'est juste, ils ont moins la tendance à se mettre en avant vraiment. Les expériences en France, c'est le réseau. Là, il y a plusieurs questions en même temps. C'est le réseau qui prime plus que la compétence. Oui, c'est ça. En France, c'est le réseau. En Allemagne, c'est l'expérience. C'est vraiment l'expérience qui est importante. Donc, je connais beaucoup de gens qui ont fait des diplômes de deuxième carrière et les Allemands sont beaucoup moins regardants sur le diplôme, le réseau encore moins. C'est vraiment l'expérience qui compte. Donc, est-ce que quelqu'un connaît le domaine? C'est à chaque fois l'expertise qui compte en Allemagne. C'est ça qui est important. Donc, le réseau, un peu moins, je dirais. Tu me peux animer le monde de cette année. Ok. Merci Patrick pour ce commentaire. Quelqu'un qui tape une question, donc on va attendre. Et Victoria, est-ce qu'il y avait des questions pendant le webinaire auxquelles je n'ai pas répondu parce que vu que j'étais dans la présentation, je n'ai pas forcément tout le temps regardé le chat. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai peut-être loupées? Non, je ne pense pas que tu as loupé quelque chose. J'ai collecté toutes les adresses mail, donc ça c'est bon. Je vais vérifier quand même. Je pense pas. Tout a été abordé. Française en Allemagne depuis 25 ans et j'ai encore beaucoup appris. Merci. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Oui. Moi aussi, à travers cette formation que j'ai faite, j'ai appris pas mal de choses. Et quand je suis arrivée en France, à l'époque, en tant que jeune étudiante allemande, j'aurais adoré avoir quelqu'un qui aurait pu m'exprimer plein de choses, oui. J'imagine. Et j'apprends encore parce qu'au quotidien, avec une famille et belle famille française, parfois, il y a même encore maintenant des surprises. Hein. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Mais il y a encore quelqu'un qui écrit. Ouais. Ah, d'accord, encore une question de Anne. Comment optimiser la collaboration des Français et des Italiens? Alors, je ne suis pas spécialiste de la culture italienne. C'est vrai, je pense la différence principale, ça va être que l'Italie est plutôt une culture à tendance plus collectiviste, là où les Français sont plus individualistes. Après, je pense dans la gestion c'est aussi une culture très orientée personne, donc là, ils vont plutôt se retrouver. Donc, je pense le mieux, c'est à chaque fois d'aider. Voilà, pour moi, en tant que Français, c'est important de faire de telle manière. Toi, tu es italien, comment ça marche pour toi? De vraiment en parler. Parce que souvent, les gens ne sont pas. Le mot interculturel ne parle pas à beaucoup de personnes. Souvent, on dit bon, moi, j'ai pas de problème interculturel, j'ai un problème avec mon manager. Oui, mais peut-être tu as un problème avec ton manager parce qu'il est américain et toi, tu es français. Donc, c'est vraiment de verbaliser les différences qu'il peut y avoir. Ça, c'est quelque chose qui aide. Et effectivement, si c'est des cultures plus collectivistes, donc qui aiment plus l'harmonie et le consensus, là, ça sera vraiment de peut-être mettre son ego un peu de côté et de plus être à l'écoute de l'autre, je dirais. Mais encore une fois, l'Italie, je connais brièvement de tout ce que j'ai lu et pu apprendre, mais à part quelques vacances, je ne connais pas plus que ça.
quelqu'un qui écrit. Ouais. On a encore 7 minutes, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Après, s'il y a d'autres questions qui viennent pour la suite, je vous réaffiche mes coordonnées si vous voulez. Voilà, cela veut dire préciser quand on ne peut pas blesser la personne lorsqu'on discute. Oui, on pourrait peut-être se dire, oui, mon intention n'est pas de te froisser ou autre, je voudrais juste avancer sur le sujet parce que, donc, c'est, oui, agir avec bienveillance, exactement, c'est bien. Si on parle de soi avant de parler de l'autre, normalement, ça marche toujours assez bien de dire, moi, j'ai besoin d'eux, moi, je voudrais que. Du coup, on parle de soi, on ne parle pas de l'autre, hein, il n'y a pas de présupposition, du coup. Donc, on pourrait tenter comme ça. Et avec un italien, ça marchera aussi bien de lire aussi le langage corporel. Quand un italien va être fâché, vous allez le voir assez rapidement, je pense. Vous avez d'autres questions? Je pense qu'on est bon. Ah oui, encore quelqu'un qui écrit. Ouais. Très enrichissant, merci. Merci Marc. Avec plaisir. N'hésitez pas à échanger avec Maren demain lors du webinaire, lors du salon en ligne. Ouais. Vous avez également de la chance d'échanger avec elle. C'est de 10h, hein, c'est ça? En fait, c'est de 10h demain matin. C'est de 10h à 18h. Ouais. S'il n'y a pas plus de questions, on peut un peu clôturer. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, Victoria? Oui. Donc, aussi merci de l'équipe Fradeo pour votre participation. Et bonne journée à tous. Merci à vous aussi. Et bon courage dans vos recherches de travail, si c'est en France ou en Allemagne. Bon courage et ça va bien se passer.